Cette vidéo n'est pas une incitation à consommer des substances illégales. Les informations partagées concernent l'encadrement légal et thérapeutique par des professionnels de la santé. Les substances psychoactives sont porteuses de beaucoup de préjugés et de fausses informations. Merci de faire au mieux pour entendre les arguments basés sur les évidences scientifiques. Pourquoi l'ecstasy sera bientôt légale? La réponse courte, c'est qu'on a trouvé un usage thérapeutique à cette molécule. L'ecstasy, aussi appelée MDMA, de son nom complet méthylène dioxyméthamphétamine, utilisée depuis des décennies comme une drogue festive, va bientôt être utilisable légalement par des médecins dans le cadre de psychothérapie assistée. Ouais, là on n'est pas en train de parler de légaliser ça pour la fête. Là je fais référence à l'utilisation médicale. Et si j'affirme que ça sera légal, c'est pas que je suis médium. Mais c'est grâce à cette étude. Thérapie assistée par la MDMA pour le PTSD sévère. Étude de phase 3 randomisée, en double aveugle contrôlée par placebo. Publiée dans la célèbre revue scientifique Nature Medicine. Un des journaux scientifiques les plus reconnus et sélectifs au monde. Pour les gens qui connaissent pas, une étude qui sort dans Nature, c'est du lourd. C'est pas pour n'importe quelle étude mal faite. Oui, moi, mon travail de master, il va certainement pas aller dans Nature. Et là, en l'occurrence, les résultats de cette étude ont montré que la thérapie assistée par la MDMA est très efficace chez les personnes souffrant d'un grave trouble de stress post-traumatique. On reviendra sur ce terme plus tard. Le traitement est sûr et bien toléré. L'efficacité de la thérapie assistée par la MDMA était meilleure que tout autre traitement identifié précédemment pour le PTSD. Et si vous vous dites: mais les gens qui prennent de la MDMA en thérapie, après ils vont devenir addicts à ça? La réponse se trouve dans l'étude. La MDMA n'a pas provoqué d'événements indésirables tels que l'abus de substances ou de suicidalité. Nous concluons que la thérapie assistée par la MDMA représente un traitement potentiellement révolutionnaire qui mérite une évaluation clinique accélérée. Et je vous ai dit que c'était une étude de phase 3. Ça, c'est un élément important. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour qu'un médicament ait une autorisation de mise sur le marché, une AMM, il y a plusieurs phases. D'abord, il y a l'étude de phase 1 qui sert à évaluer la toxicité du médicament. Après, il y a l'étude de phase 2 qui sert à évaluer l'efficacité du médicament en question. Puis, il y a l'étude de phase 3 qui permet d'évaluer l'intérêt thérapeutique de cette molécule sur un nombre beaucoup plus large de patients. Et l'étude en question, c'est une étude de phase 3. Et c'est du solide. Les résultats sont très concluants, donc dans ce cas, le plus logique, c'est que la Food and Drug Administration mette ce médicament sur le marché. Donc la légalisation de l'ecstasy, de la MDMA, elle va se faire d'abord aux États-Unis. Et comme ce pays a beaucoup d'influence sur la santé, sur la pharmacologie, le plus probable, c'est que Swissmedic, qui est l'organisme de régulation des médicaments en Suisse, le plus probable, c'est que eux suivent le mouvement. Oui, moi je vis en Suisse, probablement que tu es français, selon les statistiques de la chaîne. Et si c'est le cas, je suis désolé parce que votre pays, il est un peu en retard en termes de politique liée aux substances. Du coup, je peux pas vous garantir que la France va légaliser ça. D'ailleurs, fait intéressant, en France, on n'a pas le droit de parler positivement de quelque chose qui est illégal. Donc, théoriquement, ma vidéo ne peut pas être diffusée en France. Et je suis un hors-la-loi. Et je vous ai dit avant que la MDMA sera utilisée dans le cadre du PTSD. En français, c'est le TSPT, le trouble de stress post-traumatique. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Ce sont des pathologies mentales qui découlent de l'exposition à un traumatisme entraînant la mort ou la menace de mort ou éventuellement des violences sexuelles. Il y a plusieurs phases dans cette maladie, mais ça commence toujours par cet événement stressant. Un attentat, une guerre. Et après ces événements traumatiques, c'est normal d'avoir une réaction de stress. Ça peut être des cauchemars, de la peur, de la méfiance, mais aussi de l'insomnie. Donc après avoir vécu un événement aussi stressant, il faut apprendre à vivre avec, et certaines personnes ont plus de mal. Et ils peuvent développer un ensemble de symptômes, par exemple des reviviscences, qui sont comme des flashbacks de l'événement, mais aussi une attitude d'évitement. Et au bout d'un certain temps, ces symptômes sont tellement invalidants qu'on observe une modification de la personnalité et des séquelles chroniques et irréversibles. Et les gens qui ont un PTSD développent souvent des dépressions et des troubles de la consommation des substances. Aux États-Unis, on estime que la prévalence est entre 5 et 12%, ce qui est énorme. Alors, on peut imaginer qu'en Europe, on soit un peu moins traumatisé, mais ça fait que d'augmenter, Et le Covid n'a rien amélioré à tout ça. Et actuellement, le traitement pharmacologique, c'est des antidépresseurs. Cependant, on estime que 40 à 60% ne répondent pas du tout à ces composés. La meilleure thérapie qui existe actuellement pour le PTSD, c'est l'exposition prolongée et les thérapies comportementales. En gros, on accompagne et on guide la personne à entrer en contact avec son traumatisme. Mais le taux de gens qui quittent ces thérapies est hyper haut parce que c'est long à suivre et c'est pas facile. Donc on a vraiment besoin d'un nouveau traitement et c'est là où la MDMA vient à pic. Parce que l'étude dont je vous ai parlé,
elle démontre une efficacité bien supérieure à tous ces traitements. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Les hypothèses les plus probables sont les suivantes. Oui, parce qu'en neurosciences, tout fonctionne sous forme d'hypothèses. Voilà, on n'est pas vraiment sûr de ce qu'on fait, on imagine, on pense, c'est le plus probable. Même la dépression, il n'y a que des hypothèses pour expliquer ça, on ne sait pas vraiment comment ça marche. Donc la MDMA, l'hypothèse la plus probable, c'est ça. On pense que cette molécule est capable d'éteindre la peur, et ça permet d'induire une fenêtre de tolérance pendant laquelle les patients peuvent revisiter le contenu traumatique sans être submergés par leurs émotions. La thérapie peut faciliter le rappel de souvenirs menaçants avec une plus grande compassion envers soi-même et moins de honte et de colère. Et ça leur permettrait d'attacher un nouveau contenu émotionnel au traumatisme. Ça, c'est important. En plus de ça, les effets prosociaux peuvent favoriser les liens entre le thérapeute et le patient. Et ça aussi, c'est très important pour le succès d'une thérapie. Au niveau du cerveau, on pense que l'amygdale, une zone impliquée dans le traitement de la peur, est anormalement active chez les personnes avec un PTSD. Et les études ont montré que la MDMA permet de diminuer l'activité dans cette zone, ce qui permettrait d'expliquer l'extinction de la peur. Et moi, il y a un truc qui m'a surpris quand j'ai lu cette étude, c'est que l'efficacité de la thérapie assistée par la MDMA est la même indépendamment de la durée de la maladie. Donc ça marche aussi bien pour une personne qui a eu un PTSD de 20 ans que pour une personne qui l'a eu pendant 1 an. C'est fou. Et apparemment, ça marche même pour tous les types de PTSD, même ceux qui sont considérés comme plus durs à traiter, comme le PTSD dissociatif. Et ce qu'il faut retenir, et c'est comme pour toutes les thérapies assistées par les psychédéliques, d'ailleurs j'en ai fait une sur le LSD si ça t'intéresse, ce qui est important c'est que la substance elle-même ne va pas guérir le patient. C'est l'accompagnement thérapeutique qui va avec. C'est l'ensemble des deux. Donc la MDMA est comme un catalyste d'un travail qui se fait en longueur. Donc c'est pas une pilule magique qui va régler tous les soucis en une fois, c'est vraiment une psychothérapie, donc ça dure plusieurs semaines. Donc si vous souffrez d'un PTSD, ça suffit pas d'aller prendre de la MD et danser sur de la techno. Non, il faut l'accompagnement d'un professionnel. Ok, maintenant vous avez compris le PTSD, la MDMA, comment ça marche, tout ça. Et ça nous laisse face à une question. Est-ce que la MDMA est une drogue ou un médicament? Déjà, qu'est-ce que c'est une drogue? Selon le Larousse, c'est une substance psychotrope, naturelle, synthétique, généralement nuisible pour la santé, susceptible de provoquer une toxicomanie et consommée en dehors d'une prescription médicale. Donc selon cette définition, si une personne consomme de la MDMA en soirée, c'est une drogue, et si c'est avec un médecin, c'est un médicament. Prenons l'exemple de la kétamine. Les gens disent c'est un anesthésiant pour les chevaux. Alors peut-être que c'est vrai, mais c'est avant tout un anesthésiant pour les enfants. Voilà. Si on fait une opération sur un enfant, souvent on va utiliser de la kétamine. Donc ça peut être considéré comme un médicament, mais c'est aussi utilisé par les adeptes de rave party. Donc ce qu'on peut constater, c'est que la même substance peut être les deux. Mais ce qui est important et que j'aimerais vous transmettre dans cette vidéo, c'est qu'il n'existe pas de consensus scientifique sur ce qu'est une drogue. Il n'y a pas de définition admise par tous. On ne sait pas si c'est la dangerosité, le pouvoir d'addiction ou la toxicité. Et il y a des gens qui diront « Oui, mais finalement, ce qui réunit toutes les drogues, c'est qu'elles ont toutes le pouvoir de te rendre addict, non ?» Eh bah pas du tout, parce que certaines drogues sont beaucoup moins addictives que certains médicaments. Par exemple, le LSD est beaucoup moins susceptible d'entraîner une dépendance que la morphine, qui est considérée comme un médicament. Alors, ça doit être la dangerosité qui fait d'elle une drogue? Non, parce que le fentanyl, 50 fois plus puissant que la morphine, est un médicament. Donc son utilisation est bien plus dangereuse que celle de champignons hallucinogènes. Et si je vous demande, est-ce que selon vous, l'alcool c'est une drogue? Mais non Charles, l'alcool c'est avant tout une culture, une tradition, un savoir-faire. Donc là où j'essaye de vous emmener avec toutes ces réflexions, c'est que le terme drogue est beaucoup trop vague. Et c'est même une désignation arbitraire qui stigmatise les usagers. D'autant plus que ce mot a tendance à rassembler toutes les substances dans le même bateau, alors que le LSD n'a rien à voir avec la cocaïne, qui n'a rien à voir avec l'héroïne. Et pour toutes ces raisons, les experts n'aiment pas trop utiliser ce mot, il est plus juste d'employer le terme substance psychoactive. On entend par là qu'elles ont un effet sur le système nerveux, et pour le coup, ça c'est une définition qui est indiscutable et plus scientifique. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à réagir en commentaire, je sais que les substances psychoactives, c'est un sujet très touchy en France, donc voilà, dis-moi ce que t'en as pensé. Et j'ai une petite question, est-ce que toi tu serais prêt à prendre de la MDMA avec un thérapeute
Voilà, dis-moi ce que tu en penses. Et si jamais j'ai mis le lien de l'étude en description, si vous êtes encore dubitatif, je vous laisse aller voir, il y a plein de choses intéressantes que j'ai pas dit. Et si c'est le genre de contenu qui vous intéresse, abonnez-vous à ma chaîne. Allez, ciao! J'aimerais bien claquer la porte, je l'ai dit déjà, mais bon, il faudrait le redire, au mot drogue. Je voudrais qu'on arrête d'utiliser le mot drogue qui ne veut rien dire, qui stigmatise.